La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bonjour l'Afrique, bienvenue à vous dans votre émission Grand Angle. Je rappelle que Grand Angle est une émission hebdomadaire destinée à mieux comprendre les dynamiques politiques et sécuritaires en Afrique. Alors le numéro d'aujourd'hui est consacré au conflit du Sahara occidental sous l'angle des médias. Il est intitulé un front éditorial pour le Sahara occidental. Alors pour en parler, nous avons toujours le même plaisir à recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM le docteur Ahmed Ben Saada. Alors Ahmed Ben Saada n'est plus à présenter, il est enseignant universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Il est connu aussi pour être un observateur avisé de la scène politique africaine. Nous serons également accompagnés dans ce numéro par Mokra Naïtou Arabi, notre confrère de la presse écrite. Nous avons également une invitée, une prestigieuse invitée. Il s'agit de Rima Rouibi, enseignante à l'école supérieure de journalisme d'Alger et qui présente l'intérêt de revenir des camps de réfugiés sahraouis. Alors bonjour messieurs, dames, la bienvenue à vous. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Ifriqiya FM, consacré spécialement au conflit du Sahara occidental. Alors messieurs, dames, des journalistes de différentes nationalités ont appelé vendredi dans les camps de réfugiés sahraouis de Boujdour, au terme des travaux de la conférence médiatique internationale de solidarité avec le peuple sahraoui, à conjuguer les efforts en faveur d'une presse libre, capable de protéger les droits fondamentaux du peuple sahraoui et de défendre les causes justes, loin de la politique de double standard. Alors, au terme de cette conférence internationale organisée par l'Union des écrivains et journalistes sahraouis, les participants ont adopté un important communiqué, un communiqué baptisé « Communiqué de Bir Lahrou » sur le travail médiatique équilibré, qui appelle à unifier les efforts en faveur d'un monde meilleur jouissant d'une presse libre au service de la liberté et de la dignité humaine. Les participants ont également mis sur pied une fédération de journalistes soutenant la cause sahraoui pour construire un front éditorial pour défendre le combat du peuple sahraoui. Messieurs, dames, Madame Rouibi Rima, je vous réserverai ma première question. Je suis tenté de vous demander avec quel sentiment, avec quelle impression revenez-vous des camps de réfugiés sahraouis de Tindouf? Bonjour Zine, bonjour Monsieur Ben Saada, Mokran, bonjour. Merci pour l'invitation d'abord et je vais répondre à votre question avec beaucoup d'émotion. Effectivement, j'étais au camp des réfugiés à Boujdour, à Tindouf, et je reviens avec beaucoup d'émotion, je suis émerveillée, épatée par l'engagement, par la volonté de ce magnifique peuple de résister, à défier à la fois l'exil, à défier aussi les conditions auxquelles les réfugiés vivent. J'ai touché de plus près ces conditions. C'est vraiment très très difficile de vivre dans les camps des réfugiés. Mais en dépit de ces conditions, le peuple sahraoui reste bien déterminé à arracher son indépendance et à lutter pour son indépendance. Surtout, vous avez bien précisé qu'on touche pratiquement 50 ans de conflit, c'est énorme. Mais je reprends l'expression d'un des Sahraouis qui a dit si le peuple algérien a gagné son indépendance, si l'Afrique du Sud a relevé aussi le défi, à défier l'apartheid, aussi le peuple sahraoui peut également atteindre son objectif et garantir sa propre indépendance et récupérer sa terre, à vrai dire. J'ai assisté aussi à la première conférence internationale pour la solidarité avec le peuple sahraoui. J'ai assisté à cette volonté d'établir une stratégie médiatique
qui arrive à porter la voix du peuple sahraoui, la cause sahraoui. J'ai assisté aussi vous savez, nous les chercheurs, on a tendance à lire des articles, mais quand on arrive à les voir et à les toucher de plus près, c'est autre chose. J'ai parlé avec des intellectuels que Edouard Saïd appelle les intellectuels exiliques, c'est-à-dire comment l'exil a pu forger ces intellectuels qui portent la voix de la cause et des causes justes, en particulier la cause sahraoui, et pour justement consolider un front éditorial, je reprends votre expression, fort et capable de défendre la cause sahraoui. Je crois que vous avez parmi les participants, il y avait des journalistes de différents horizons, de pratiquement des Cuba, 4 coins du de globe. Russie, de Danemark, je cite Marc aussi, de Turquie, qui ont même publié des articles. On avait le président de l'agence de presse cubaine, Luis González Acosta, qui a justement parlé de cette de travail entre l'APS et l'agence presse sahraoui, Prensa Latina aussi, l'agence cubaine, pour justement essayer de porter la voix sahraoui et de casser un petit peu le blackout qui vise les Sahraouis ainsi que leur discours médiatique, en particulier sur les réseaux sociaux numériques. Merci beaucoup, Madame Rouibi Rima. Alors, je peux parler longuement, mais je sais qu'il y a un timing à respecter. Je vous prie d'excuser mon émotion parce que c'est vraiment une aventure extraordinaire. Non, rassurez-vous, voilà, je vous réserve encore beaucoup d'autres questions. Donc là, je me tourne vers le docteur Ahmed Ben Saada, que je remercie. Il nous honore à chaque fois de sa présence. Et j'ai pensé qu'il n'y avait pas mieux que lui pour parler des médias en rapport avec la lutte des Sahraouis pour leur indépendance. Donc, Ahmed Ben Saada, que pensez-vous de l'initiative de ces journalistes qui se sont réunis pendant 2 jours durant dans les camps de réfugiés sahraouis, et une initiative qui consiste à mettre en place une fédération des journalistes soutenant la cause sahraoui? Et si une telle initiative a été menée, c'est que les Sahraouis ont senti à un moment donné que la couverture en rapport avec leur guerre de libération était une couverture déséquilibrée. Est-ce que réellement, vous connaissez bien les médias occidentaux, est-ce que réellement ils pratiquent cette politique du double standard? Alors merci pour l'invitation, merci à mes collègues présents sur le plateau. Ce qu'il faut dire, c'est que une cause disparaît si elle disparaît des médias. Voilà. C'est clair. Vous avez par exemple des conflits extrêmement sanglants dont personne ne parle. Par exemple, je citerai l'exemple du Tigré, où il y a eu près de 600 000 morts, oui, et personne n'en parle. Le Soudan, on en parle un petit peu, mais pas trop. Donc, pour exister, il faut être présent dans les nouvelles. Il faut que les gens soient au courant de cette cause, que c'est une cause juste, que les discours, que les arguments présentés soient des arguments qui aident à la compréhension de ce conflit qui, je rappelle, c'est le cas de colonisation, c'est la dernière colonisation de l'Afrique. Oui. Et c'est un peuple qui a beaucoup souffert. En fait, c'est un peuple qui a arraché son indépendance de l'Espagne en donnant beaucoup de ses fils et de ses pères. Et le jour où les Espagnols sont sortis, les Marocains se sont rués dessus. Je rappelle que le Maroc fait toujours ça. À l'indépendance de la Mauritanie, le Maroc a revendiqué la Mauritanie. Il n'y a pas eu de relation de 1960 à 1969. Et après, quand il y a eu justement, il y a eu des accords, ce qu'on appelle les accords de Madrid, le Maroc et la Mauritanie se sont partagés le Sahara occidental comme un gâteau. Alors moi, je ne comprends pas, quand on a une terre qui nous appartient. Premièrement, on se bat pour la libérer, premièrement, on se bat pour la libérer, et deuxièmement, on ne la partage pas. Oui. Si le sang
des citoyens cool pour un pays, c'est que ce pays-là nous appartient. Alors, le Maroc a fait la même chose avec l'Algérie. Dès notre indépendance, on a été attaqué. Je rappelle la guerre des Sables en 1963, où les Cubains sont venus nous aider. Je rappelle pour l'histoire. Pour le Sahara occidental, dès que les Sahraouis ont libéré leurs terres, ils sont venus. Le Maroc a toujours joué cette carte de rester, de wait and see, de rester, regarder ce qui se passe et puis venir en fait demander l'appartenance du territoire à sa monarchie. C'est un État expansionniste. Exactement, c'est un État expansionniste. Et pour ne pas dire impérialiste. Oui, c'est dans son sang, c'est dans son ADN. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que il existe encore des territoires occupés par l'Espagne qui sont marocains. Je veux dire, ils ne peuvent pas être autre chose que marocains, et ils ne sont pas revendiqués. Mais en fait, s'il y avait un groupe qui serait capable d'arracher ces territoires à la colonisation espagnole, c'est sûr que le Maroc va les demander. C'est-à-dire, elle ne fait rien, mais après, elle vient se servir. Et la cause, je rappelle pour nos auditeurs, la cause sahraoui est une cause juste, et toutes ces revendications viennent quasiment du néant. Je citerai la biographie de l'ancien Premier ministre libyen Abdeslam Jelloud, qui a écrit en 2022 sa biographie et qui a dit qu'il est allé rencontrer le roi Hassan II en 1972 et qu'il lui a dit « Nous aidons le Polisario, venez avec nous et aidons le Polisario à se libérer, à libérer sa terre. » Et Hassan II a répliqué « J'ai trop de problèmes, le Sahara n'est pas marocain. » Et je pense que Abdeslam Jelloud, je pense qu'il n'aurait pas écrit ça si ce n'était pas la vérité. D'autant plus qu'après cela, il y a eu en 1981, le roi Hassan II a accepté l'autodétermination. Oui. En 1974, il a déposé une plainte au tribunal international où il a été débouté. Je veux dire, s'il avait des droits sur cette terre, le tribunal de justice lui aurait donné raison. Tout à fait. C'est-à-dire que tous les éléments plaident en faveur de l'authenticité de cette cause qui est la cause sahraoui. Voilà. Alors, pour revenir à votre question du départ, c'est clair que il faut que le Sahara soit quasiment présent dans les médias. Il faut qu'il y ait une veille informationnelle qui soit mise en place pour que le cas du Sahara occidental soit discuté et qu'il y ait il faut qu'il y ait que le Sahara soit outillé pour faire face justement aux guerres de quatrième génération, c'est-à-dire des guerres qui vont essayer de changer la cognition des citoyens, que ce soit les citoyens marocains ou les citoyens étrangers, alors montrer que cette terre n'appartient pas aux Marocains, mais appartient aux peuples qui y vivaient et qui ont fait la guerre pour la libérer. Je reste toujours avec vous, Dr Ahmed Ben Saada. L'initiative organisée par l'Union des journalistes et écrivains sahraouis à Tindouf, qui consistait à organiser une conférence internationale sur la cause sahraoui, une conférence internationale des journalistes soutenant la cause sahraoui, résulte du fait que les Sahraouis ont remarqué que leur cause n'était pas suffisamment présente dans les médias, notamment occidentaux, et quand on en parle sous l'angle du double standard. Généralement, le narratif qui est utilisé pour parler de la guerre au Sahara occidental est un narratif qui plus favorable aux Marocains qui ne l'est pour les Sahraouis. Aujourd'hui, la question est de savoir comment inverser cette tendance.
Vous qui vivez, par exemple, au Canada, vous êtes très souvent au Canada, vous connaissez bien le monde occidental, l'Amérique du Nord, les États-Unis, les médias américains, canadiens, les médias français. Selon vous, quelle est la place du conflit sahraoui quelle est aujourd'hui la place dans les médias occidentaux? Aujourd'hui, il faut reconnaître que la place de ce conflit est très faible. Et c'est pour cela que ces initiatives sont très importantes. Mais il faut comprendre aussi que le Maroc fait beaucoup de lobbying. Fait beaucoup de corruption aussi. Il achète les journalistes. Il achète les journalistes. Même il a même essayé d'acheter l'envoyé de l'ONU, qui a fait une déclaration, etc. Il a même essayé d'acheter un des défenseurs belges de la cause sahraoui. Il y a des vidéos qui témoignent de cela. Donc le Maroc... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Maroc, la stabilité du Maroc et la pérennité de la royauté, la monarchie, de la monarchie alawite, ne tient qu'à cette cause-là. Et même avant la mort de Hassan II, le roi avait dit à son fils, il faut absolument que tu gardes cette cause, parce que je rappelle que le Hassan II avait subi 2 tentatives d'assassinat et de coup d'État, et qu'il en a échappé, et il a dit cette cause, c'est cette cause qu'il faut fédérer le peuple marocain autour de cette cause, et à ce moment-là tu garderas ton trône, et il n'y aura pas de tentative de coup d'État contre toi et de changement de régime. Donc il faut comprendre que pour le Maroc, c'est une question de survie du royaume, et cette survie du royaume fait en sorte que ils vont dépenser énormément d'énergie, énormément d'argent dans les médias, dans les instances internationales, pour justement faire valoir le pseudo-droit à cette terre-là. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada, pour cet éclairage extrêmement pertinent. Mouqarana Touarabi, Dr Ben Saada vient de rappeler que le Maroc, justement, pour essayer de casser le narratif sahraoui, cacher tout simplement la vérité sur ce conflit, qui est la dernière colonie d'Afrique, qui est consignée comme tel dans les textes de l'ONU. C'est un territoire à décoloniser. La décolonisation ne peut se faire que par le biais d'un référendum d'autodétermination. Le Dr Ben Saada rappelle que le Maroc, pour imposer son narratif, il achète les journalistes. Et vous avez des exemples précis, justement, de ces transactions illégales entre le Maroc et la presse occidentale. Je crois savoir que la presse française a beaucoup été achetée par le Maroc. Tout à fait. Bon, je vous remercie pour l'invitation. Bonjour à Dr Ben Saada et Rima. Effectivement... Elle a été soudoyée. Effectivement, oui. Comme l'a souligné Dr Ben Saada, donc, le Sahara occidental est une question existentielle pour la monarchie marocaine. S'il perd le Sahara occidental, c'est la fin de la monarchie marocaine. Donc, il a déployé énormément de moyens, sachant que l'État marocain est un État narcotrafiquant qui engrange beaucoup de ressources financières à travers le trafic de drogue. Et donc c'est la caisse noire du Maroc. Voilà, et cet argent, il est utilisé d'une manière assez dilatoire pour justement mener des campagnes de propagande afin d'imposer le narratif marocain à la communauté internationale. Ils misent beaucoup sur les médias occidentaux, bien sûr, parce qu'ils ont plus d'influence, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, là où se joue justement la question sahraoui. En France, il y a eu des scandales qui ont éclaboussé de grands médias français, donc à travers des enquêtes qui ont été menées par des plateformes de hackers notamment. Il y a Chris Coleman qui a révélé en 2016 justement une grosse entreprise de désinformation,
l'Infox, donc mené par le Maroc et qui ciblait justement les Sahraouis, donc la cause sahraoui, et qui faisait la promotion de la marocanité donc du Sahara occidental. Et si mes informations sont bonnes, Moukranat Ouarabi, un journaliste de TV5 qui a été attrapé la main dans le sac. Oui, pas uniquement TV5. Donc vous avez Rachid Mbarki, donc qui a été éclaboussé récemment, donc en 2023. Donc il a même avoué avoir justement reçu de l'argent à travers un intermédiaire donc français qui démarchait au profit d'une société de désinformation israélienne. Donc vous voyez donc la normalisation des relations avec l'entité sioniste, à quoi elle sert. Donc elle sert donc en campagne de dénigrement, donc en s'offrant les services de sociétés israéliennes connues justement pour faire de l'espionnage et de des informations au service d'alliés entre guillemets. Donc il y a Rachid Mbarki, mais il y a eu aussi en 2016 Vincent Hervoué, qui est une star vedette de LCI, donc qui fait partie donc du groupe TF1. Aussi qui a touché de l'argent à travers donc un actionnariat dans des entreprises marocaines et une pseudo-collaboration dans un journal, l'Observateur du Maroc, donc une pseudo-collaboration voilà, donc, pour laquelle il était rémunéré pour, en contrepartie, donc, relayer la propagande marocaine sur LCI. Récemment aussi, Moukranat Ouarabi, les Émirats ont consacré aussi une certaine somme d'argent, une manne pour aider le Maroc justement à mener une campagne tout azimut pour... Là, ça dépasse carrément le Sahara occidental, ça touche même l'Algérie, donc c'est mené... donc, Coran préacheté ou même financer la création de faux médias, donc de sites de propagande... au Sahara occidental et à l'Algérie. À l'Algérie, opposition, notamment dans la région du Sahel, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Sénégal. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Moukranat Ouarabi. Je rappelle que vous êtes le chef de la rubrique politique du quotidien Al-Watan. Je reviens vers vous, Madame Louis Birima. Bon, nous profitons du fait que vous revenez des camps de réfugiés sahraouis. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'école de journalisme d'Alger. Donc vous avez assisté au débat de cette conférence internationale. Quels sont les mots d'ordre qui reviennent le plus? D'abord, quels constats font d'abord les journalistes qui ont participé à cette conférence de la situation et que préconisent-ils justement pour renverser la vapeur? Alors encore une fois, merci pour la question et voilà, et je vais répondre à votre question principalement sur deux volets. Alors le premier, c'est... Bon, ceci dit, s'il y a des aspects de la question que je n'ai pas évoqués, bon, libre à vous aussi d'en parler. Donc le débat est assez ouvert. Donc. Alors, puisque vous me donnez cette liberté, je vais en profiter. Nous sommes dans un pays libre. Heureusement, et voilà. Je vais juste préciser une chose que d'ailleurs que vous avez évoquée sur le fait qu'il est plus que nécessaire, c'est indispensable aujourd'hui d'accompagner c'est-à-dire la lutte et le combat sahraoui par une stratégie médiatique. C'est-à-dire il est inconcevable, et je vous apprends rien, c'est-à-dire de mener aussi une guerre informationnelle pour faire connaître aussi la cause sahraoui et démontrer la lutte de ce peuple et ses revendications
revendications pour l'indépendance et son droit à l'autodétermination. C'est l'aspiration légitime. Voilà. Donc, il faut comprendre aujourd'hui, et je pense que l'histoire, tous les conflits auxquels nous avons assisté, je parle de la guerre de l'Irak, de l'invasion américaine de l'Irak et l'expérience médiatique d'El Fallujah, et on a aussi la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël, sont des exemples qui montrent comment nous pouvons garantir une victoire tout en garantissant une victoire médiatique. Ça, c'est une chose. Et nous assistons aujourd'hui à l'exemple de Gaza. C'est comment la guerre et la communication par l'image a porté haut et fort la cause palestinienne aussi. Mais Al Jazeera a tellement dérangé l'entité sioniste qu'elle a décidé de fermer les bureaux de la chaîne. On a obligé Al Jazeera à fermer ses bureaux. On a obligé Al Jazeera à fermer à Al-Quds, etc. Ils ont même saisi tout le matériel de la chaîne. Mais en vérité, on veut une guerre à huis clos. Et on veut taire justement un narratif qui dérange l'entité sioniste. Et cela aussi montre que, c'est-à-dire à quel point le discours médiatique peut renverser également ce qui se passe sur le terrain. On a assisté aussi avec Russia Today, c'est comment les Européens ils ont décidé en qualifiant Russia Today du serpent médiatique. Donc on voit comment les médias ou le discours médiatique dérange certaines politiques et peut encore une fois renverser et imposer aussi comment les agendas médiatiques peuvent imposer les revendications des peuples à l'autodétermination sur les agendas politiques. Ça se joue aussi sur les réseaux sociaux numériques, ça a été évoqué aussi lors de cette conférence. C'est très difficile aussi d'imposer tout simplement des tweets sur X actuellement. Quand on a le hashtag Sahara occidentale ou Rast, ça prouve qu'il y a un blackout bien ciblé et bien organisé et qui vise aussi à la fois les Palestiniens, à la fois le Sahara occidental. Donc, lors de cette conférence, je reviens aussi au travail collectif et commun qui doit être fait, qui doit être c'est-à-dire aménagé, organisé pour justement parler de la cause sahraoui et le combat du peuple sahraoui. Donc on parlait aussi de cette collaboration entre les Cubains, les Algériens et les Sahraouis. Il y a aussi les Allemands qui étaient présents parmi nous. Je cite André, un journaliste indépendant allemand qui dénonce aussi la collaboration du gouvernement allemand qui continue à envoyer de l'armement aux Marocains. Je reprends son expression André, avec qui aussi j'ai réalisé un entretien, qui dit aussi l'Allemagne se positionne toujours wrong side, c'est-à-dire au mauvais côté de l'histoire. Actuellement, au lieu de soutenir le peuple sahraoui, elle continue à soutenir le Merzen. Et voilà, donc je pense, vous avez soulevé un point important, c'est cette prise de conscience des Sahraouis qu'il faut établir une stratégie médiatique pour accompagner le combat sahraoui. Alors, merci beaucoup, Madame Louiba. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'université, à l'école supérieure de journalisme d'Alger. Docteur Ahmed Ben Saada, nous profitons de votre présence. Vous connaissez très bien les réseaux sociaux, vous êtes un spécialiste des médias, vous avez travaillé sur les révoltes arabes, etc. Aujourd'hui, alors les journalistes sahraouis, les journalistes qui soutiennent la cause sahraoui se rendent compte que il faut absolument mettre en place une nouvelle stratégie pour contrer l'offensive médiatique marocaine et de ses alliés. Nous l'avons vu, vous l'avez dit, Mqaranoussi vient de le dire aussi, les Marocains et leurs alliés portent beaucoup de coups en dessous de la ceinture, ils achètent les journalistes, ils reçoivent des aides de partout, etc. Aujourd'hui,
Comment construire un front éditorial fort capable de permettre aux Sahraouis d'abord de porter leur voix, mais aussi de s'imposer, de donner plus de visibilité à leur cause dans les médias d'abord africains, parce que nous sommes africains, donc il est important que ce combat se mène ici, mais aussi au niveau international. Vous êtes un spécialiste des guerres de 4e génération, donc aujourd'hui les Sahraouis sont bombardés de fausses informations, on discrédite leur cause, on les fait passer pour les bourreaux alors qu'ils sont victimes depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, comment renverser la tendance ? Alors, c'est très difficile de trouver une solution unique, c'est clair, ou une solution facile. Ce qu'il faut dire, c'est que, je cite un des chercheurs de la Rand Corporation, le think tank américain très célèbre, qui dit en fait celui qui gagne la guerre maintenant, c'est pas celui qui a la plus grosse bombe, mais en fait c'est celui qui a la bonne narration, la bonne histoire. Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les guerres ne sont pas nécessairement gagnées sur le terrain, mais il est gagné sur le terrain de l'information, il est gagné sur le terrain de la cognition. Et on voit bien, par exemple, toutes les guerres du XXIe siècle, en commençant par la guerre d'Irak, en Afghanistan. Ce sont des guerres qui ont été gagnées sur le terrain, militairement. Mais en fait, on n'appelle pas ça une victoire, parce que les Américains sont sortis, puis ils n'ont pas réussi ni à implanter la démocratie, ni à avoir la sympathie des peuples qu'ils ont envahis. C'est vraiment des défaites stratégiques. Et justement, les Chinois et les Russes, etc., eux autres, ils mettent l'accent là-dessus, c'est que en fait ce sont des défaites, ce sont pas pour gagner une guerre, il faut gagner l'esprit de ce qu'on conquiert. Ben, vous conviendrez avec moi, Dr Ahmed Ben Saada, que les Palestiniens ont gagné aujourd'hui la bataille de l'opinion. Alors je voulais en venir justement. Je voulais faire un parallèle. Je voulais en venir justement. Vous m'avez tendu une perche. En fait, il faut saisir le momentum de ce qui se passe actuellement en Palestine, malgré les pertes abominables, le nombre absolument astronomique de morts. Mais il faut dire que c'est la première fois que la cause palestinienne est descendue dans les peuples, que ce soit les peuples occidentaux ou non occidentaux. Et à mon avis, il s'agit là vraiment d'une guerre de cognition, c'est-à-dire on s'est rendu compte après 75 ans qu'il y avait une cause qui était juste, mais tout l'arsenal médiatique qui était déployé pour discréditer le discours palestinien, il faisait ce qu'on appelle le dôme de fer, en fait, un dôme de fer médiatique. Alors que maintenant, on voit que le dôme de fer médiatique, il est brisé, il est fêlé, et les gens comprennent que c'est une cause juste et que les Israéliens sont des assassins, sont des tueurs, sont des génocidaires. On le voit sur le terrain et on voit comment ils se comportent avec des populations civiles. Et ils comprennent aussi que même les pays qui ont normalisé avec Israël se rendent compte que demain peut-être ça va être leur tour parce qu'ils n'ont pas d'état d'âme. Les Israéliens n'ont pas d'état d'âme. Et le nettoyage ethnique pour eux c'est tout à fait normal. D'ailleurs, plusieurs de leurs dirigeants politiques l'ont dit publiquement. Donc, il faut absolument que, je ne dis pas qu'il faut que les Sahraouis meurent, mais il faut qu'ils déploient un arsenal médiatique. Et pour cela, il faut des moyens. Alors, vous pensez partout, que les Sahraouis, Ahmed Ben Saada, est-ce que vous pensez que les Sahraouis actuellement travaillent beaucoup plus avec la presse traditionnelle et qu'ils gagneraient peut-être à envahir les réseaux Maintenant, il faut travailler. Moi, je dirais que le travail médiatique traditionnel n'est pas suffisant. Il faut des militaires, il faut des sociologues, il faut des psychologues, il faut des spécialistes de médias pour justement avoir une approche multidisciplinaire. On ne peut plus travailler. Pourquoi on ne peut plus travailler esselé ? C'est parce que ceux qui sont en face de nous, c'est-à-dire l'Occident,
lui, il travaille comme ça. Oui. Donc, c'est pour ça que le message aboutit. Et ce qui s'est passé en Palestine, ça a été l'utilisation justement de leur procédé, mais contre eux. Oui. Et c'est exactement ce que font la Chine et la Russie actuellement. Écoutez, là, ces dernières 48 heures, Al Jazeera a tellement dérangé les Israéliens. Al Jazeera est une chaîne qui est construite un peu sur le modèle de CNN, de BBC, etc., qui utilise un peu les mêmes techniques, etc. Elle a tellement dérangé les Israéliens qu'ils ont décidé de fermer ses bureaux. Exactement. Et autre chose qui serait important de souligner, c'est qu'en fait, il y a des organismes internationaux qui aident l'Occident. Prenons RSF, par exemple. RSF, dans le dernier classement de 2024, ils ont régressé de 3 ou 4 places, alors qu'ils ont tué plus de 100 journalistes. C'est unique. Oui. Dans le monde de la presse connue que l'on connaît. Jamais il y a eu une hécatombe de cette ampleur-là. Normalement, il devrait carrément être enlevé n'importe quel pays aurait fait ça. Mais bien sûr, plus juste. Ils auraient été enlevés du classement. Oui. Ils auraient été enlevés du classement. Oui. Il n'y a pas de classement. Oui, c'est ce qu'on et en contrepartie, de l'autre côté, vous voyez l'Algérie qui n'a tué aucun journaliste. J'espère qu'il n'y en aura que jamais aucun journaliste ne mourra en Algérie. Ils ont régressé aussi de 3 places. Exactement. Donc regardez une organisation. En fait, elle fait pas juste 2 poids 2 mesures. Une organisation qui travaille pour les intérêts des Occidentaux. Merci beaucoup, Ahmed Ben Saada. Bon, il nous reste quand même un peu le temps de faire un dernier tour de table. La question sahraoui le vaut bien. Je vais poser ma prochaine question à Moukran Aït-Ouarabi. Moukran Aït-Ouarabi, le docteur Ben Saada vient de souligner la nécessité pour les Sahraouis de revoir un peu le rapport aux médias, la manière aussi de se projeter médiatiquement à la fois en Afrique et en Occident pour contrer un peu le narratif marocain qui discrédite aujourd'hui la lutte des Sahraouis pour leur liberté, leur indépendance. Vous qui avez travaillé beaucoup sur le dossier sahraoui, c'est un dossier que vous connaissez bien. Selon vous, quelles sont les choses concrètement à revoir et qui pourraient permettre aux Sahraouis de peser davantage sur la scène médiatique ? Vous savez que dans la situation... Pardon, il y a déjà cette idée retenue à Tindouf lors de la conférence internationale des journalistes soutenant la cause sahraoui, d'avoir un réseau de journalistes forts qui puissent échanger des informations, qui puissent parler le plus souvent de la cause sahraoui. Mais au-delà de ce réseau, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que les Sahraouis peuvent faire et qui peuvent leur permettre d'être plus visibles médiatiquement ? Aujourd'hui, il faut bien miser sur ce qu'on appelle les gardes de 4e génération. Vous avez les réseaux sociaux qui est une arme redoutable aujourd'hui utilisée par le Maroc, justement, qui infeste les réseaux sociaux par de faux profils, par des trollers et qui défendent leur narratif, justement. Et sur ce terrain aussi, il faut être présent, donc il faut se donner les moyens, il faut chercher aussi l'aide de pays qui sont déjà acquis à la cause sahraoui, qui défendent justement la cause sahraoui et le principe de l'autodétermination du peuple sahraoui tel qu'il a été énoncé dans la Charte des Nations Unies et tel qu'il a été aussi défini dans la résolution 34-37 de 1979. Il faut être présent sur ces terrains, mais aussi il faut déconstruire le discours justement du Marzin par rapport à la marocanité du territoire. Colonial, néocolonial. Et mettre je pense que en partie le travail se fait. C'est vrai que il y a une disproportion en termes de moyens. Le Maroc il a l'aide de pratiquement tous les 4 membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui sont là, 3 pour ne pas, je corrige. Vous avez la Grande-Bretagne et la France et les États-Unis qui soutiennent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez aussi l'Espagne comme ancienne puissance coloniale qui à travers tous ces réseaux de corruption
ce maillage de corruption un peu partout, et on peut citer aussi au niveau africain, il y a des cas qu'on peut citer. Les Sahraouis, vous savez, je voulais juste citer, Saout al-Arab, l'Algérie a réussi à faire entendre la voix de la cause algérienne aussi à travers Saout al-Arab. Donc il y a beaucoup à faire justement pour contrer sur le plan médiatique l'offensive marocaine, parce que c'est extrêmement important pour faire avancer la cause sahraoui. Merci beaucoup, Mkouanet Ouarabi. Madame Louibi Rima, je reviens vers vous. Alors, quelles sont les solutions pratiques qui ont été retenues par les participants à la conférence internationale des journalistes soutenant la cause sahraoui pour justement permettre d'avoir ce front éditorial fort dont on parle depuis le début de l'émission? Oui, permettez-moi juste de rebondir sur ce que M. Ben Saada vient de soulever sur sur le classement déjà du RSF qui met pratiquement à pied d'égalité l'Algérie et Israël. Alors Israël qui est à la position 101 alors que l'Algérie est à la 139e. C'est un scandale. C'est plus que scandaleux, je dirais. C'est vraiment honteux que ce classement mis à Israël dans cette position-là, et ce qu'il faut faire aujourd'hui, et c'est l'une des propositions qui a été faite également par les journalistes allemands, c'est de montrer que la cause sahraoui est pratique. C'est quasiment la même chose que la cause palestinienne, et d'établir une stratégie médiatique qui touche les 4 points du monde, envahir les réseaux sociaux numériques, et c'est ce qu'on appelle la sphère numérique, qui est une sphère aussi publique, et d'être omniprésent, bien que, je tiens à signaler que c'est très difficile, parce qu'il y a un blackout, et les Marocains, ils sont très épaulés par l'expertise israélienne, notamment en termes de la gestion des algorithmes sur les réseaux sociaux numériques. C'est très difficile d'imposer le hashtag Sahara occidental. Les Marocains sont dotés de la technologie de pointe par les Israéliens. Ils sont formés en Israël notamment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les Sahraouis ne combattent pas uniquement le Maroc, mais derrière le Maroc, il y a d'autres forces, notamment Israël, qui occupent davantage les territoires occupés. Donc ça, c'est une chose. Je tiens aussi à dire et de remercier également les efforts de l'Algérie. Il y a des journalistes sahraouis qui vont être formés au CIP. Il y a notre collègue Mustafa Itmouhoub qui a appelé à créer la radio internationale sahraoui. Donc il y a des efforts qui sont mis en place, mais je pense que nous avons besoin, et les Sahraouis doivent œuvrer à incarner, à imposer la guerre par l'image sur le terrain qui vient du terrain. Bravo, merci beaucoup Madame Louibi Rima. Ahmed Ben Saada, Dr Ahmed Ben Saada, nous vous laissons le plaisir de donner le dernier mot. Alors, nous parlons bien sûr d'une lutte qui dure depuis 50 ans. 50 ans, Dr Ahmed Ben Saada, c'est un demi-siècle, c'est énorme, c'est 50 ans de souffrance, c'est 50 ans de résistance face à un pays, le Maroc, qui est loin d'être un exemple en matière de liberté de la presse. Beaucoup de grands journalistes marocains sont aujourd'hui en prison, ils sont jetés, ils croupissent dans les geôles de Mohamed VI depuis des années. Certains n'ont même pas le droit d'être visités par leur famille. Mais malheureusement, nous avons un pays qui est soutenu par un certain nombre de pays qui aujourd'hui empêchent les Sahraouis de recouvrer leurs droits et de réaliser leur rêve qui est celui de vivre dans un pays libre. En effet, nous espérons justement que cette initiative pourra donner plus de lumière, porter des projecteurs sur la cause palestinienne. Je rappelle que le Maroc bénéficie de la complicité de nombreux pays. Je rappelle qu'il a été, avec toutes les atrocités qu'il a commis dans le domaine des droits de l'homme et de la liberté d'expression, a été élu au Conseil, à la présidence du Conseil des droits de l'homme, ce qui est une aberration complète. Oui. Et donc il bénéficie aussi de la sympathie ou de la connivence de plusieurs pays. Je rappelle, comme tout à l'heure
mon collègue a cité Chris Coleman. Toutes les allégations de Chris Coleman ont été corroborées par l'affaire du Maroc Gate au niveau de. On sait très bien que le Maroc soudoie des députés justement, et ce qui est particulier, il soudoie des députés, non pas pour faire valoir leur cause, mais en fait pour nuire à l'Algérie. C'est assez spécial. Il y avait même une case comme ça, c'était combien d'argent on donne pour nuire à l'Algérie. Et donc c'est un pays qui est comme, je dirais, comme Israël, c'est un pays qui est le lieu de rencontre des intérêts des Occidentaux, et avec en fait la normalisation avec Israël, c'est en fait on est tombé sur la cerise sur le gâteau. Maintenant le Maroc, et de par ses relations politiques, c'est un pays qui a été complètement adoubé par l'Occident et qui sert les intérêts de l'Occident. Alors espérons que cette initiative va donner plus de mordant à la politique informationnelle du Sahara, et nous croyons toujours que c'est pas 50 ans. Rappelez-vous, l'Algérie c'est 132 ans. Le Palestine c'est 75 Demain, ans. on est le 8 mai. Et le Sahara c'est 50 ans. Il ne faut pas lâcher. Les causes justes, malheureusement les causes justes prennent beaucoup de temps. Dans le siècle dans lequel on vit. C'est malheureux à dire, mais les causes justes sont souvent bafouées. Merci beaucoup Ahmed Ben Saada pour ce magnifique mot de la fin, plein d'espoir. Donc nous invitons tous les défenseurs de la liberté à faire preuve de résilience et de patience, car leur combat finira par un jour aboutir. Nous arrivons, chers amis auditrices et auditeurs, au terme de cette émission. Merci messieurs, dames, d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Merci pour vos éclairages, vos analyses aussi intéressantes les uns que les autres. Alors je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Sine Cherfaoui. À la réalisation, il y avait Khaled, et à la console technique, Linda. Merci, chers amis auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.